Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry. Merci d'avoir fait un détour et de faire un détour sur le plateau de Smart Job. C'est un vrai plaisir parce qu'on parle beaucoup des jeunes ici sur ce plateau. On parle des seniors et on parle des jeunes. D'abord un tout petit mot très court. Vous avez vu que le chômage passait sous la barre des 8%. Je ne sais pas si vous avez détaillé, je ne sais pas si les jeunes sont entrés sur le marché du travail. Les jeunes sont entrés sur le marché du travail, les jeunes sont bien présents et ça fait du bien puisque la croissance est repartie. Ça veut dire que les Français reconsomment, que la machine reprend et reprend bien. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que, évidemment, on célèbre les jeunes. Mais on célèbre aussi leur capacité à entreprendre, leur capacité à faire. Et ils ont tenu pendant cette crise. Je pense qu'on peut tirer notre chapeau parce qu'ils ont tenu, ils n'ont pas lâché. Et au contraire, là, ils ont redémarré dès le moment qu'on leur a demandé. Et la vaccination était le premier indicateur. Alors, on a plein de sujets sur la table. Il y a ce fameux revenu d'engagement qui avait été annoncé par le président de la République, qui va exister, qui va sortir, mais qui est critiqué, il n'est pas assez important. On va y revenir. On va parler de l'engagement des jeunes pour l'entreprise. D'abord, un mot sur vous, parce qu'on vous connaît mal. Vous êtes une députée de Loire-Atlantique, députée MoDem, et vous êtes une jeune secrétaire d'État. C'est important d'être jeune pour parler aux jeunes ? Moi, je ne crois pas. Je crois pas. Alors, en fait, quand tu es jeune, t'es pas illégitime pour parler de finances, t'es pas illégitime pour parler d'économie. C'est vrai pour vous alors ? Bien sûr. On fait de la politique à haut niveau en étant jeune. Mais absolument. Et je crois vraiment que il ne faut pas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut cantonner la jeunesse à la jeunesse. Pas du tout. Par contre, j'avoue que c'est plutôt un atout quand même. Parce que proximité générationnelle, parce que finalement des enjeux qui sont partagés, parce que ça fait pas si longtemps, moi aussi je suis partie louer un appartement avec mes parents comme garant et que finalement tout ça est très concret. J'ai eu une période d'essai. Il n'y a pas longtemps. Ça fait un peu moins de 10 ans et c'est encore frais. Tu payes ton premier permis, tu payes ta voiture, tu te dis est-ce que je quitte un job pour un autre et je prends le risque de la période d'essai, alors que, parce que ça a plus de valeur pour moi, parce que l'entreprise ressemble plus à ce que je veux comme engagement dans ma vie, ça me permet un alignement, et bien tout ça, c'est pas si vieux, et aujourd'hui, j'aime pas dire une jeunesse, parce que... Ça n'existe pas. Exactement. Elle est fragmentée, cette jeunesse. Tout à fait. Et c'est une expression un peu bateau. On dit, les jeunes, c'est pas vrai. Il y a une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est rurale, une jeunesse qui est urbaine, une jeunesse qui est dans la galère, et réellement, une jeunesse qui a ce goût de l'entrepreneuriat. Et si on est honnête, alors oui, il faut prendre ce pluriel et déployer les réponses et les particularités. Pour chacune de ces particularités ou de ces difficultés. Tout à fait. Un mot sur vous, et on basculera sur les sujets qui vous concernent directement. Papa médecin, mère chef d'entreprise. Ça a du sens, ça, quand vous parlez à des jeunes, parce que, pour tout le dire, dans ma génération, l'entreprise était quand même regardée comme les patrons des suceurs de sang, et que la jeunesse s'orientait plutôt vers des mouvements syndicaux, politiques. Là, on a le sentiment quand même que la jeunesse, elle dit, mais l'entreprise, c'est génial. La jeunesse dit l'entreprise c'est génial et dit surtout je ne veux pas bosser dans une boîte qui est contraire à ma vision de la société, à ma vision du monde. Et à partir de là, elle dit deux choses. Soit je construis, je bâtis et je crée moi-même cette entreprise, soit en fait je veux aller dans une entreprise qui regarde le monde et qui prend cette capacité à transformer. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur le baromètre de la confiance, l'entreprise arrive one, elle est la première, alors qu'aujourd'hui l'engagement politique est tout en bas. Par contre, là où vous me posez la question sur mes parents... Et votre mère, qui était chef d'entreprise ? Nous, on est des commerçants. On avait des restaurants. De la bonne bouffe. C'était plutôt des formes de brasserie italienne. Un restaurant qui superbe. Peinait. Superbe, sûrement les vôtres, mais ils ont peiné, là, les restaurateurs. Ils ont peiné. Et les nôtres ont peiné aussi à un moment, parce que c'est la réalité de la vie d'un commerçant. Mais ils m'ont donné le goût de ne pas laisser les autres choisir ce qu'on veut faire dans sa propre vie. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que moi j'ai créé ma première boîte, j'avais 18-19 ans. Ah, vous aviez l'esprit d'entreprise. Elle a fait faillite. Mais peu importe l'échec, parce que je ne referai pas de la même manière. Mon père, même s'il était médecin, au-delà de il était praticien hospitalier, c'est-à-dire qu'il travaillait dans l'hôpital public. Au-delà de ça, il faisait des caravanes médicales avec d'autres potes médecins, en Afrique, en Asie. Et j'ai grandi dans cette culture si tu penses que quelque chose est juste, un moment, tu fais, tu bâtis, tu construis. Et c'est pas grave si ça... Et tu t'engages. Totalement. Et tu t'engages quel que soit l'endroit. Ça veut dire quoi ? Si tu es dans une boîte, tu peux la transformer, tu peux la reprendre, tu peux
être un intrapreneur. Donc tu peux prendre ton destin en main et devenir acteur de ta vie. Ça s'appelle le rêve français. Le rêve français. Alors pas pour tous, puisque il y a quand même aujourd'hui, on le voit dans les chiffres de précarité, pas que des jeunes qui sont les NEET, qui sont coupés du monde, et on va revenir sur le revenu d'engagement, parce qu'eux, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'emploi, et ils sont un peu au milieu du gué. Je parle même des étudiants qui sont en galère, des étudiants qui vont eh bien, au Resto du Cœur, et vous le voyez. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Très concrètement, on parlera des étudiants et ensuite on parlera des NEET parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. C'est pas du tout la même chose. On est tout à fait d'accord. Et il y a d'ailleurs un débat sur le revenu d'engagement, si je peux m'autoriser. Le débat, il est ouvert, il existe. Moi, j'ai vu un certain nombre de critiques qui demandent d'ouvrir plus largement le revenu d'engagement. Moi, ce que je vois aussi, c'est le nombre... Mathieu Orphelin, par exemple, oui, par exemple, qui dit qu'il faudrait l'ouvrir aux précaires en général. Oui, sauf qu'on voit aussi aujourd'hui le nombre d'offres d'emploi dans les entreprises qui ne sont pas pourvues et qui sont des vrais chemins d'autonomie et d'indépendance. Mais ne mélangeons pas. Vous dites, il y a une reprise économique. Bien sûr. Il y a 280 000, 300 000, le MEDEF dit 500 000 emplois. Donc pas nécessaire d'aider en assistanat, il faut orienter vers l'emploi. Exact. J'utilise le mot assistanat. Moi, je crois qu'il faut absolument, avec ce revenu d'engagement, permettre à ceux qui sont le plus loin de l'emploi, ceux qui ont besoin de cet accompagnement social, et quand je dis social, j'assume mes mots, parce que leurs parents ne sont pas en capacité de les aider, parce qu'ils n'ont peut-être des problèmes de logement, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de payer leur permis de conduire, parce que la formation qu'il leur faut, ou le dernier coup de main, il est peut-être d'un soutien judiciaire. Finalement, ces gamins-là, ils ont besoin juste, vous savez, du truc qui raccroche. Nous, on n'a jamais été favorable à un RSA jeune, qui ça est rien d'autre que le ça, c'est clair. Mais ça, c'est de l'assistanat. Non pas qu'on ne veut pas aider les jeunes qui sont en situation de précarité, mais en réalité, si entre 16 et 25 ans, tu as besoin d'un minimum pour vivre, qui est équivalent à 500 €, c'est que tu as bien d'autres problèmes supplémentaires, et si on ne t'aide pas à les régler à cet âge-là, on te laisse tout seul prendre le toboggan de la précarité. Et ça, on s'y refuse. Parce qu'il y a une seule manière de s'en sortir, de prendre place dans la société, c'est le travail, bon sang. C'est ça qui libère, c'est ce qui permet d'avoir sa place pleinement dans la société, et c'est notre vision, c'est notre projet. C'est ce que d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase, c'est notre vision, c'est notre projet, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est pas pour rien qu'on a fait cette campagne pour la porter. En perdant sa voix, rappelez-vous, c'était cette séquence où il a perdu sa voix. Quand même, revenons sur ce revenu d'engagement pour les jeunes. Mathieu Orphelin dit, attendez, ça sera donc dealé, ça sera donnant-donnant. 500 € pour des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en situation, j'irais dire, d'échec. Ils n'ont pas de formation, pas de travail, pas d'emploi. Et à ces garçons et femmes, vous leur donnez cette somme. En échange de quoi ? C'est ça le débat. C'est ça le débat, et c'est même c'est ça, et il est un peu élargi. Donner 500 € quand la personne a besoin, c'est l'humanité de notre pays. Mais par contre, pas l'installer dans ces 500 €. 500 € pour payer peut-être son logement, pour se nourrir dignement, c'est notre responsabilité. On est la 6e puissance au monde. Donc on ne laisse pas nos enfants s'affamer. On ne laisse pas nos enfants tomber dans la misère. Par contre, c'est quoi le deal ? Parce que oui, c'est un contrat. Et un contrat, il engage. D'accord. Si tu viens et que tu es accompagné socialement par des médiateurs, par des animateurs, qui vont te permettre soit de régler ta situation avec la Sécu, soit d'avoir les soins nécessaires, parce que finalement, c'est plein de petits cailloux dans ta chaussure qui ne te laissent pas une pleine employabilité, pour être assez cash. Et cette employabilité, parfois, il manque une formation. Parfois, il faut 2 ou 3 mois pour que la formation commence. Qui les prend en charge ? Comment on les accompagne ? Il y a cette somme d'argent, c'est pas de l'assistanat. Non. Et ensuite, qui leur donne les bonnes clés ? Des professionnels de l'accompagnement de la jeunesse, les missions locales, ceux qui sont aujourd'hui dans l'information jeunesse, les associations comme l'école de la deuxième chance, mais des professionnels de l'accompagnement. Pourquoi ? Notre objectif, c'est que moins ça dure dans le temps, plus c'est une réussite. Alors oui, il y a des jeunes qui vont peut-être avoir besoin d'1 an, parce qu'il y a peut-être des questions d'addiction, parce qu'il y a peut-être des questions de violence familiale. Et ceux-là, ils méritent qu'à un moment de leur vie, on leur fasse confiance, qu'on les aide à régler tous leurs problèmes, et pas leur dire, écoute, il y a des jobs, vas-y, mais finalement, il va tenir 1 mois, il va tenir 2 mois, il va redécrocher, et c'est du yo-yo. Donc notre idée, c'est de consolider leur base et de permettre finalement à tous ces emplois d'être pourvus et qu'ils soient pleinement dans la société. Donc de les remettre sur le chemin de l'emploi, et j'entends aussi de les reconstruire, puisque vous évoquez quand même des jeunes qui, certains sont en déshérence sociale, en rupture familiale, et parfois embarqués dans la toxicomanie ou les addictions. C'est ceux-là dont vous parlez. Oui, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus cabossés dans notre pays et qui méritent, parce qu'on croit fondamentalement que chacun a un talent, a une compétence. C'est pas uniquement le diplôme. Mais parfois, vous savez, il faut déverrouiller.
il faut régler 2-3 trucs. Et ces 2-3 trucs, ils peuvent être réglés si on est accompagné humainement et qu'on répond aux besoins matériels et alimentaires avec ces 500 €. Sarah Ellery, on va faire juste une courte pause. Regardez, c'est ce court extrait, parce que je sais que vous vous êtes penché, et c'est bien normal en tant que secrétaire d'État de se pencher sur ce livre, le livre qui vient de sortir de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi, La fracture. C'est un livre passionnant, d'une richesse absolue, puisqu'il vient travailler sur des études faites régulièrement et qui permettent d'avoir des photographies régulières de la jeunesse. Et cette jeunesse, elle rejoint un peu les propos que vous aviez au début de notre échange. Il n'y a pas une jeunesse. En revanche, vous allez voir, elle se serre les coudes, cette jeunesse. Écoutez, Frédéric Dabi, c'était il y a quelques jours sur notre plateau. En 1957, ces jeunes étaient, dans la première enquête Nouvelle Vague, ces jeunes étaient 17% à se dire on est une génération à part. Là, ils sont 85%. Ils ont conscience de leur unicité. Ils ont conscience d'avoir aussi encaissé des chocs jamais vus. Le choc terroriste, le choc climatique qui les rend extrêmement fébriles. 1 sur 5 dit « je peux mourir pour le climat ». Bien sûr, ce n'est qu'un mot, mais ça en dit. Ils le disent. Il faut aller au-delà du sondage, mais ça montre qu'il y a une sorte de vulnérabilité, il y a une sorte de sentiment d'urgence. Et puis, on a senti avec Stewart une certaine colère sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. J'ai un verbatim en tête d'une jeune fille qui dit « Quand j'étais toute petite, j'entendais ma mère dire « Je gagne 20% de moins que les autres personnes de mon équipe. » 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est cette inaction, cette absence de solution qui fait que la jeunesse va se réinventer et chercher d'autres canaux de solution. Alors d'autres canaux de solution, on vient d'évoquer le revenu d'engagement, c'est réglé hein, puisque vous incarnez la voix du gouvernement, les étudiants ne bénéficieront pas, on est bien d'accord de ce revenu. Mais les annonces seront faites par le président de la République. Mais c'est lui qui assumera ces annonces, mais globalement les choses semblent tranchées. Sur ce que nous dit Frédéric Dabi, je sais que vous vous êtes penché sur ce livre, parce que ce livre dit plein de choses. Il dit d'abord une chose, les jeunes ne croient plus en l'État. Ils ne croient plus en l'État et ils croient à l'entreprise, mais pas n'importe laquelle. Pas les GAFA, mais les petites entreprises, leur start-up. Comment vous regardez cette jeunesse? Elle est quoi? Elle est entreprenante, elle est un peu déroutante, puisque 76% des étudiants des grandes écoles sont intéressés par le secteur de l'environnement. Ouais. Enfin, ils sont en train de révolutionner le monde, ces jeunes. C'est une génération qui a amplifié ce que moi j'ai vécu. Moi, je suis trentenaire, j'ai 32 ans et j'ai pris une décision à mes 24-25 ans qui a un peu rendu dingue mes parents, pour être tout à fait honnête. Je démissionne d'une énorme boîte française. Oui. Up, pour ne pas la citer. Non, je démissionne de Safran. Pour rejoindre Up. Up. Exactement. Tout à fait, qu'on connaît bien. Coopérative. Une scope. Internationale. Mais une scope. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je considère que avoir le droit de voter pour mon conseil d'administration, partager finalement les bénéfices à part égale, avoir un impact c'est un projet humain, qui vous intéresse. En fait, la coopérative. Ça me parle et je me dis bah oui, je vais repasser par la période d'essai et je vais repasser par, alors j'étais en CDI, j'étais plutôt bien installée. Ouais. Ça fait une boîte où on peut grandir, c'est une fierté française. Enfin, bien sûr. Et là, tu prends ce risque. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils croient en la capacité transformatrice de l'entreprise. Parce qu'ils considèrent que c'est un acteur à part entière de la société. Et donc, le capitalisme... Et pas l'État, hein, vous avez remarqué. Non, et pas l'État. Et en fait, ils considèrent que l'entreprise a le devoir ou la responsabilité de sortir de ce capitalisme, dire prédictif, mais d'être un acteur du capitalisme humain qui partage la richesse, qui corrige les transitions et les inégalités. Et donc finalement, l'État, et c'est là où il y a un paradoxe jeune assez fort, l'État, dans l'esprit d'une partie de cette génération, est moins efficace. Résultat des courses, 9 jeunes sur 10 ne se déplacent pas pour aller voter aux élections régionales, alors même qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 2 est engagé pleinement dans une association, et Frédéric Dabi le dit. C'est vrai. Il dit... Aujourd'hui, quand on voit le degré d'engagement de cette jeunesse, elle est même capable de mourir pour l'environnement. C'est ce qu'elle dit. Elle va le boycotter des produits. Elle manifeste physiquement. Elle s'engage. Elle est hyper engagée. Ça, c'est native. Enfin, c'est des engagés. C'est une génération qui, pour consommer différemment, va créer Yuka et Vinted. Elle est engagée. Yuka qui a des ennuis, hein, vous avez vu. Oui. Yuka qui a des ennuis parce qu'elle est attaquée par des énormes groupes agroalimentaires pour évidemment ce qu'elle dénonce ou ce qu'elle révèle à travers ces. Par contre, Yuka aura le soutien, cet énorme soutien populaire qui est aujourd'hui. Yuka a été précurseur et pour moi, je suis une utilisatrice de Yuka assumée. Elle permet d'avoir une information et de choisir de manière éclairée. Maintenant, on verra à la justice s'exprimera et compagnie, vous savez... Mais c'est vrai qu'elle a gêné par l'information, la véritable information que Yuka lui donnait. Elle a répondu à un besoin
générationnel de société. Et en réalité, même ma grand-mère, aujourd'hui, utilise Yuka, c'est dire que ça a dépassé cette génération. C'est l'énergie, c'est l'environnement qui guide les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. L'argent n'est pas l'élément et le critère principal de cette jeunesse. Elle est quand même, malgré tout, très unie, cette jeunesse. Parce que 87% des jeunes disent qu'ils ont l'intention d'aller voter. Oui. Alors, ils ne vont pas voter aux municipales, ça les intéresse assez peu. Les régionales, pas du tout. Oui. Je ne parle pas des élections départementales, qui étaient d'ailleurs le même jour. Mais en revanche, la présidentielle, ça les intéresse. Comment vous expliquez cela? Et ils ont quoi? Il y a une sorte de rapport comme ça, une élection d'un père, on vote pour quelqu'un qui va diriger la France Il y a pour faire un peu de psychanalyse? Parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé le livre de Frédéric Dabi, parce qu'il était extrêmement intéressant. C'est un livre très riche. Très riche, et puis qui objective vraiment en profondeur. Ah, c'est un outil de travail pour vous, les politiques? Oui, très sincèrement, oui. Et dans ce livre, Frédéric Dabi parle de la magie présidentielle. Il se trouve que l'élection présidentielle a autour d'elle une magie qui draine. Mais là où il y a un vrai sujet hyper intéressant, c'est que sur les 18-24 ans, on voit deux personnalités qui sont en tête, et celle qui est très largement en tête, c'est le président de la République. Après, il est vraiment suivi par Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est vrai. Pourquoi? Il y a un vote RN. Oui, chez les jeunes. RN chez les jeunes. Parce que et l'un et l'autre proposent un projet, un cap pour la France. Et donc, ces jeunes s'expriment sur quel va être notre pays dans les 30 prochaines années. C'est incarné. Et il y a l'effet du primo-votant, c'est-à-dire la première fois que j'ai le droit de voter, d'où les 18-24 ans qui, en réalité, se surmobilisent par rapport aux autres échéances. Mais notre job, mon job, c'est de conjuguer leur capacité à s'engager dans la vie de tous les jours, dans leur entreprise, dans les assos, et pas que ça se substitue à l'expression démocratique. Parce que sinon, on met en danger notre État, la légitimité de nos collectivités et de nos institutions. Alors, j'entends votre argument, c'est que les jeunes, quand on affine les sondages, effectivement, sont attirés par le profil d'Emmanuel Macron, d'abord parce que c'est un président jeune, parce qu'il dit des choses qui leur parlent pour ceux qui s'engagent dans l'entreprise, il est effectivement pro-entreprise, mais quand même, quand on regarde ces chiffres, l'environnement, l'énergie, l'écologie, ça c'est un sujet important pour eux. Comment on y répond? Parce qu'ils manifestent, hein, et je parle pas des radicaux Extinction Rébellion qui vont activement casser, se battre, qui sont vraiment des combattants de l'écologie. Pour moi, Extinction Rébellion, c'est plus des militants, hein. C'est des extrémistes des activistes. Oui, et même activistes, je trouve ça bien trop doux. Parce que, vous savez, je suis sensible à l'écologie. Je me considère être écologiste et je considère que l'écologie n'appartient pas à un parti et n'est pas un dogme. Par contre, comment on le fait? Comment on le met en œuvre? Moi, je crois au mix énergétique, je crois, oui, au nucléaire, je crois à cette capacité à produire plus proprement, je crois à la capacité de transformer notre industrie et de l'accompagner. Mais le vrai combat et le vrai débat aujourd'hui sur l'économie et sur l'écologie, c'est est-ce qu'on considère que le projet est de la décroissance? Il y en a qui assument de le dire, il y en a qui ne l'assument pas, mais c'est leur projet, la décroissance. C'est-à-dire qu'on arrête de produire, on produit moins, on réduit notre progrès, soit on transforme notre croissance. Moi, je crois que la transformation de notre croissance est la meilleure manière de faire. Plus humaine, plus locale, plus propre. Et plus jeune. Plus jeune, certainement, mais vous savez, qui intègre dans son ADN l'écologie. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je ne vais pas essayer de corriger mes conséquences, mes externalités négatives, mais en fait, dès le moment de ma production, dès le moment de la pensée de mon produit, j'en crée pas. Ouais. Exactement. Sans réparer ensuite en triant et en lavant l'eau qu'on a salie. Non. Et ça, c'est de la croissance verte, de la croissance responsable, et c'est l'écologie pragmatique qui accompagne notre économie et qui fait qu'on reste une puissance mondiale. Et qui reste que ces jeunes sont quand même très orientés sur ces sujets. Un mot, voire même plusieurs, parce que c'est un sujet fondamental aujourd'hui pour les jeunes des quartiers. Cette jeunesse diplômée, souvent, qui n'accède pas à l'emploi. Oui. Vous voyez de quoi je parle, cette question qui est un mot comme ça un peu valise de la diversité. Un sommet de l'inclusion va avoir lieu dans quelques semaines, quelques mois à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Quel est votre rapport avec cette question-là? Vous êtes interpellé par des jeunes, vous êtes franco-marocaine. Oui. Est-ce que vous avez vécu vous-même, en tant que secrétaire d'État, dans votre expérience professionnelle, à la fois le sentiment d'être regardé différemment par vos origines, mais aussi parce que vous êtes une femme? Ce débat de la diversité touche aussi le fait d'être une femme. Bien sûr, c'est arrivé. J'ai eu à vivre des propos racistes. Mais il y a un moment, quand tu vis un moment injuste, la mission de chaque personne, c'est d'avoir confiance dans son état. Je suis partie, j'ai déposé plainte. Parce que je considère qu'on n'a pas à s'en accommoder. Vous n'avez pas baissé la tête? Non.
je n'ai pas baissé la tête. Vous savez, je ne laisserai jamais quelqu'un me dire à quel degré je suis française. Je suis française parce que je le souhaite. Je suis française parce que je suis née ici. Parce que c'est mon projet de vie. J'en ai adopté l'histoire, les valeurs, le projet et au-delà de ça. Les parents, les grands-parents de plusieurs générations de cette diversité ont versé soit leur sang en protégeant ce pays, soit leur sueur en le bâtissant. C'est vrai. Et jamais dans notre histoire, on te définit par ta couleur de peau, par ton orientation sexuelle, par ton degré de français par rapport à ton prénom, pour pas citer des immondices qu'on est en train d'entendre récemment. Au polémiste Zemmour. Quand même, votre histoire, elle fait écho à cette jeunesse que vous rencontrez dans les quartiers, que vous rencontrez lorsque vous vous déplacez, lorsque vous allez au contact des associations. C'est une souffrance terrible pour cette jeunesse. Elle est diplômée, elle s'est engagée, elle a vraiment fait tout le travail, et on lui claque la porte au visage. C'est là où ils doivent refuser. C'est là où il ne faut pas accepter que cette porte, elle claque. On a la chance d'être dans un des pays qui se lève en entier face à une discrimination. Avec Elisabeth Moreno, on a lancé la plateforme anti-discri. Les inégalités entre les hommes et les femmes, et on a renforcé la loi avec Elisabeth, évidemment Moreno, Elisabeth Borne. À l'époque, c'était aussi Muriel Pénicaud qui avait repris la loi Zimmermann-Copé. Je ne vais pas rentrer dans ces techniques, mais dans le projet, ça veut dire Elle est venue quoi ? sur ce plateau. Mais bien sûr, mais le projet, c'est quoi ? C'est que quand la porte, on te la claque de manière injuste, tu refuses. Tu crées. Tu saisis. C'est tout un pays qui lutte contre cette discrimination. Et par contre, à chaque fois qu'il y a une discrimination, qu'elle soit encore une fois homophobe, antisémite, raciste, tu te lèves et tu ne l'acceptes pas. Et misogyne, je m'autorise à le dire. L'écart de salaire homme-femme, évoquait Frédéric Dabi, il est toujours là. Et il est inacceptable. Ça tord les tripes aujourd'hui de se dire que dans notre pays, oui, il y a des différences et des discriminations pour nommer les choses à ce degré-là. Mais notre combat, parce que nous sommes des universalistes, doit non pas laisser ces discriminations s'installer en silo et les combattre en silo, que de dire que dans notre pays, on regarde chaque personne comme elle est, comme citoyen. Et donc, quand elle est touchée, c'est tout un pays qui se lève. Donc, on se retourne éventuellement parfois vers un commissariat pour porter plainte et acter cet acte raciste ou discriminant. Oui, et c'est pour ça qu'on travaille également sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est le plus dur. Évidemment. Il y a des propos dégueulasses sur ces réseaux, parce qu'on a l'impression que derrière un écran, c'est moins grave. L'anonymat des réseaux sociaux. Et pour aller sur Quel danger. Qui est, moi, qui me touche, parce que vous aviez dit, quand parfois on claque la porte. Ah oui. Il y a une manière. Ils vous le disent, ces jeunes. Moi, je trouve pas. J'ai envoyé 50 CV, j'ai le bon diplôme, je trouve pas le boulot. Et pourtant, il y a du travail. Il y a du travail. Là, il faut se dire, est-ce que c'est moi qui n'ai pas les codes ? Est-ce que c'est parce que c'est mon adresse ? Et donc, on fait quoi ? On teste les CV anonymes. Est-ce que c'est ma tête qui ne lui revient pas ? On teste les CV sans photo. Mes soft skills, ma façon d'être, mon savoir-être. Oui, mais c'est important. Aujourd'hui, ça crée des inégalités d'accès à l'entreprise, parce qu'il y a la compétence. En réalité, le savoir-être est même plus important qu'une compétence. Évidemment. Parce que ça s'apprend, la compétence. Mais pas le savoir-être. Le savoir-être, il faut venir avec ce bagage-là. Et face à ça, moi, je leur dis à chaque fois, vous savez, on est dans le pays des bâtisseurs. En France, on est un pays d'entrepreneurs. Si vous avez cette fougue, si vous avez cette énergie, alors créez. Reprenez cette boîte, reprenez les boîtes. Ne vous laissez pas imposer une vie que vous ne souhaitez pas. Et j'ai vu beaucoup de ces jeunes qui ont eu le sentiment d'être, parce qu'ils l'ont été, parce qu'ils l'ont vécu comme ça, victimes d'une discrimination à l'embauche. Ils vous le disent Ils tous. Ils le disent. Et toutes. Et face à ça, il y a deux choses. Ils disent, je refuse que plus jamais on me dise ça. Je l'ai vécu, mais c'est fini. Oui. Et j'ai fait mon... Et je crois qu'à ces jeunes, il faut des rôles modèles, il faut ce qu'ils puissent se rencontrer, mais surtout qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que non, il n'y a pas de racisme systémique dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y aura une discrimination ou un acte raciste ou antisémite ou misogyne, c'est tout un pays qui devra se réveiller et lutter contre. Et la personne en particulier qui doit elle-même ne pas baisser la tête. Jamais avoir honte, parce que c'est pas à elle d'avoir honte de quoi que ce soit, ni de ce qu'elle est, ni de ses origines, ni de ses parents. Sarah, l'émission se termine, mais avant de nous quitter, je voulais pas oublier notre partenaire, puisque notre émission est en partenariat avec Un Jeune, une solution. Je voulais quand même préciser que vous alliez vous implémenter, votre secrétariat d'État, vos projets, vos actions, avec Un Jeune, une solution. Quelques mots, c'est quoi l'idée ? En 1 minute quasiment flash, il se trouve que quand je dis il y a des jeunesses, chacune d'entre elles a sa solution et a son chemin. Pour une partie de notre jeunesse, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de vivre une aventure associative où ils vont apprendre des choses peut-être différemment. Pour ça,
On va mettre sur le plan Jeune Solution, évidemment, l'engagement de la réserve civique, un engagement bénévole, 300 000 engagés déjà, plus de la moitié ce sont des jeunes. On va mettre des services militaires adaptés, on va mettre le service militaire volontaire, on va mettre également renforcer le service civique, on va mettre les cadets de la gendarmerie, les cadets de la police, et finalement permettre... Qui sera disponible sur cette plateforme Un jeune, une solution. Disponible sur cette plateforme, dans l'onglet engagement, et donc il y aura les jobs étudiants, l'alternance, des jobs pour les jeunes. Mais aussi l'engagement. D'un mot un peu technique, mais c'est important de le distinguer. J'ai un service civique, je m'engage et je ne peux pas bénéficier du revenu d'engagement. Vous savez, aujourd'hui, le revenu d'engagement, il n'a pas encore été totalement défini et présenté. Il le sera dans... C'est quoi le calendrier? C'est imminent, puisque tout a l'air à peu près réglé. De toute façon, ce sera avant la fin de la loi de finances, puisqu'il y aura un amendement budgétaire pour la création de ce revenu d'engagement. Oui, ça me semble clair. Donc c'est imminent. Donc c'est imminent. Merci Sarah El Haïry d'avoir pris le temps de prendre le temps aussi sur ces sujets de la jeunesse, de l'engagement, de l'entrepreneuriat. Secrétaire d'État, je ne l'ai pas précisé, auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous êtes en charge de la jeunesse et de l'engagement. Revenez nous voir quand vous voulez et quand vous avez le temps, parce que l'emploi du temps évidemment est chargé. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va intéresser Sarah El Haïry parce qu'elle s'intéresse à l'entreprise. Chasseur de job, c'est quoi? On en parle tout de suite. C'est quoi ce métier? On en parle.